l'écran. Bonjour à tous, j'espère que vous nous entendez bien. Désolé pour le petit retard à l'allumage. Merci pour votre présence aujourd'hui. Donc on est trois côté Exanet et Huawei pour l'animation de cette session qui tourne autour du stockage objet. Merci David pour la confirmation. Donc je suis Kevin Maty, je suis responsable avant-vente chez Exanet. Je suis accompagné de Arnaud, qui est Solution Manager pour Huawei. Bonjour messieurs, je suis en charge des clients MSP et j'ai la chance de pouvoir travailler avec Exanet au quotidien. Et donc on est aussi accompagné d'Alexandre, qui est Tech Leader chez Exanet. Bonjour à tous. Donc moi, je vais plus être en charge des offres qui vont tourner autour de l'hébergement et des services managés. Donc sur la partie flux d'infrastructure d'Exanet. Et donc sur cette session qui va durer sûrement 30-40 minutes, hein, on verra un peu aussi en fonction de vos questions. Tu peux passer le suivant, Alex, merci. On va couvrir donc l'offre de stockage objet Exanet qui s'appelle Exanet Object Storage. Et on va débuter par une introduction déjà sur le grand sujet du stockage objet. Donc vous expliquer un petit peu ce que c'est, quels sont les cas d'usage. Et puis Alexandre et Arnaud rentreront un peu plus dans le détail de certains cas d'usage bien spécifiques. Donc déjà en termes d'introduction, qu'est-ce que c'est que le stockage objet? Vous connaissez tous le stockage de fichiers classique, hein, hiérarchisé. On peut afficher la petite illustration derrière. Donc typiquement, un système de fichiers classique que vous utilisez au quotidien pour stocker vos documents de travail, par exemple, c'est ce qu'on va retrouver sur la gauche de l'écran. Donc une arborescence avec des dossiers, des sous-dossiers, dans lesquels vous allez retrouver vos différents documents. Dans un système de stockage objet, qui est du coup illustré sur la droite de l'écran, tous les objets, donc tous les documents, tous les éléments vont être stockés, on va dire, à plat, sans arborescence particulière. Et chaque objet va venir être accompagné de métadonnées et d'un identifiant unique qui va permettre à l'application qui exploite le stockage objet d'accéder à la ressource, donc d'accéder au document pour le lire ou le modifier si les droits appliqués sur l'objet le permettent. Donc le stockage objet, il va permettre de répondre à certains cas d'usage, donc on va rentrer dans le détail de certains par la suite, mais globalement, il faut voir le stockage objet comme une solution qui permet une grande scalabilité et qui permet d'accueillir un gros volume de données sans limite réellement. Et par cette nature, ça permet de répondre à des besoins d'archivage, par exemple, donc si on a des besoins de conservation de gros volumes de données sur une grande durée. Le stockage objet peut être une solution. Ça va aussi naturellement répondre à des besoins de sauvegarde. Quand on va parler de sauvegarde, potentiellement, ça peut être aussi des gros volumes de données. De distribution de contenu multimédia. Des tas d'applications aujourd'hui que vous utilisez au quotidien à titre même personnel. Des Facebook, des autres solutions de distribution de photos, de vidéos, reposent principalement sur du stockage objet. Et un des derniers cas d'usage, ce sera le fait de pouvoir lier du stockage objet à des applications, on va dire cloud natives, donc dans des environnements qui sont conteneurisés, dans des applications serverless. L'idée, voilà, c'est que le stockage objet va pouvoir permettre de stocker toutes les données de l'application. Au niveau de l'offre Exanet Object Storage, on va retrouver une fonctionnalité en particulier qui va être la fonction d'immuabilité. Donc c'est un élément de sécurité important et je vais laisser Alex préciser un petit peu. Oui, donc l'immuabilité, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un peu une fonctionnalité phare du protocole objet S3. C'est souvent ce qu'on va aller chercher maintenant quand on a de la sauvegarde afin de la protéger. Donc parce que la sauvegarde, c'est un peu le dernier rempart en cas d'attaque, hein, en cas de ransomware. Voilà, le dernier rempart, ça va être la sauvegarde, donc il s'agit de la protéger. Donc c'est là que l'immuabilité va avoir beaucoup de sens. Donc l'immuabilité, on va aussi appeler ça WARM. Donc WARM, Write Once et Read Many, c'est le fait d'écrire une fois la donnée et plus de la modifier ou la supprimer. Par contre, on va pouvoir la lire autant de fois qu'on veut. Donc l'immuabilité, ça va adresser donc les erreurs humaines. Hein. Ça peut être une erreur accidentelle, hein, une
mauvaise manipulation, on supprime la chaîne de sauvegarde ou des fichiers. Donc la suppression et les cas de ransomware. Si on se fait attaquer, par exemple l'infra de sauvegarde n'est pas être compromise, l'attaquant ne pourra pas supprimer les chaînes de sauvegarde qui sont immuables. Ça, on va le revoir après par la suite sur un focus avec Vim. On va vous montrer un peu comment ça fonctionne. Ce qu'il faut savoir sur l'immuabilité, c'est qu'il y a plusieurs modes. On va parler de mode gouvernance et de mode compliance. Alors, qu'est-ce que c'est? Le mode gouvernance, c'est vous allez rendre des objets immuables, mais des super users, des users avec des privilèges ou nous, en tant qu'MSP, on sera capable de supprimer de la donnée. Alors, c'est de l'immuabilité, mais c'est pas de la vraie immuabilité puisqu'on est quand même en capacité de supprimer la donnée. Et il y a un autre mode qui va s'appeler le mode compliance. Le mode compliance, personne ne peut supprimer la donnée. Même Exanet ne pourra pas supprimer la donnée pour vider l'espace de stockage. La seule possibilité, c'est de complètement effacer le stockage, ce qui est impossible. Voilà. Donc au niveau de l'offre Exanet Object Storage, on va avoir trois grands axes quand il s'agit un peu de la promouvoir et d'en parler. On va avoir le côté lié naturellement au protocole S3, qui est la scalabilité et l'accessibilité. Alors l'accessibilité, S3, ça repose sur une API REST qui vous pouvez exploiter en HTTP ou en HTTPS, qui est accessible par Internet. Donc en termes d'accessibilité, c'est facile d'accès. Et surtout, le protocole S3, c'est un protocole qui est normalisé, donc qui est répandu, et ça rend l'offre de stockage objet Exanet compatible avec la quasi-totalité, voire la totalité des applications et solutions qui permettent de s'accrocher à du S3. Le stockage est évolutif, c'est-à-dire que lorsque vous allez créer ce qu'on appelle vos buckets, donc vos emplacements de stockage chez Exanet, on ne va pas appliquer de limitation et vous dire c'est 100 gigas et fini, ou c'est 1 Tera et fini. Par nature, le S3 et le stockage objet n'a pas de limite, donc on pourra suivre votre évolution pour augmenter la taille du bucket au fur et à mesure. En termes de sécurité, puisque c'est vraiment un aspect qui est important, quel que soit le sujet IT qu'on aborde, donc particulièrement pour le stockage, on va avoir des possibilités de chiffrement en transit et au repos. On va avoir une notion de durabilité de la donnée stockée, donc ça va être comme Alex en parlait juste avant, avec des mécanismes d'immuabilité, par exemple, qui vont permettre de verrouiller une donnée pendant une certaine durée, se dire que la donnée ne bougera pas pendant 10 ans, pendant 20 ans, par exemple. Mais ça va être aussi les mécanismes de redondance et de sécurité physique du matériel sur lequel repose l'offre de stockage objet Exanet. Et enfin, en termes de facturation, puisque c'est aussi un élément important quand il va s'agir de comparer un peu les offres sur le marché. Chez Exanet, l'offre de stockage objet est facturée à l'usage, c'est-à-dire que chaque mois, vous ne serez facturé que de l'utilisation réelle de vos buckets. Et un point très important, c'est que le coût de transit, c'est-à-dire lorsque vous allez venir écrire des données ou venir lire des données, ce coût de transit ne sera pas facturé. Et ça, c'est important à avoir en tête parce que tous les acteurs sur le marché ne proposent pas cette facilité. Une fois que vous aurez souscrit à des buckets du stockage objet chez Exanet, vous retrouverez dans votre espace client plusieurs dashboards qui vous permettront de suivre finalement l'état de vos différents buckets avec des graphiques pour visualiser l'évolution du stockage dans le temps et surtout avoir une estimation aussi du coût mensuel. Et donc au 16 du mois, vous pourrez regarder et avoir une projection en fonction de votre usage du coût facturé à la fin du mois. Donc ça vous permettra de piloter facilement vos services et vos coûts d'exploitation. Je vais reprendre la main. Donc là, on va faire un focus donc sur la solution de sauvegarde Vim et le stockage objet. Donc avant toute chose, on va faire un petit rappel des bonnes pratiques. Donc historiquement, on parlait surtout du 3-2-1. Donc le 3-2-1, c'est avoir 3 copies de sa donnée.
donc la donnée de production, donc, sur des baies de stockage, sur des serveurs, donc vraiment la donnée active, une première copie de sauvegarde, et ensuite une seconde copie de sauvegarde. Donc ça, c'est les bonnes pratiques. Sur 2 médias différents, et avec une sauvegarde hors site. Donc ça, c'est connu. Et ensuite, maintenant, on va parler de 3, 2, 1, 1, 0. Donc le 1 avec un média, ce qu'on va appeler air-gap. Donc air-gap, ça va être donc une sauvegarde offline ou immuable. Quand on parle de sauvegarde offline, on pense souvent aussi à la bande. La bande est une bonne solution pour rendre hors ligne la sauvegarde, ou alors on va adresser ce sujet avec de l'immuabilité que je vous ai expliqué avant avec le protocole S3 Object Lock. Et le 0, effectivement, zéro erreur après des tests de restauration ou de vérification de l'intégrité de la chaîne de sauvegarde. Un petit focus sur tout ce qui est possible de faire avec la suite de logiciels Vim et la partie stockage objet. Faut savoir que Vim met un gros accent en fait sur l'utilisation du stockage objet dans toutes ses solutions depuis maintenant plusieurs années. Donc effectivement la fonctionnalité phare, donc ça va être, on va prendre du stockage objet couplé avec sa solution Vim pour aller activer de l'immuabilité et protéger sa sauvegarde. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire avec le stockage objet? Donc c'est d'utiliser le Scale-out Backup Repository. Donc là, vous avez la petite image à droite de l'écran. Donc le Scale-out Backup Repository couplé avec du stockage objet, qu'est-ce que ça permet de faire? Vous allez avoir un performance tier, donc composé de serveurs de stockage, de NAS, d'appliances de déduplication, où vous allez stocker votre première copie de sauvegarde. Et ensuite, vous allez en fait déporter, on parle d'offload, on va déporter en fait sur ce qu'on appelle un capacity share des chaînes de sauvegarde. Vous avez plusieurs politiques possibles. Vous allez pouvoir faire une copie, une sorte de miroir entre le performance tiers et le capacity share. Mais là où ça prend tout son sens, c'est que vous allez pouvoir déporter dans le capacity share, par exemple, les rétentions longues. C'est-à-dire que sur votre stockage sur site, on-premise, vous allez stocker les rétentions courtes, donc sur votre performance tiers, et ensuite vous allez offloader dans le capacity share les rétentions longues, ce que vous allez en fait lire moins souvent. Souvent, si vous allez faire une restauration, vous allez plus aller chercher ces éléments dans le performance tiers que dans le capacity share. Donc le capacity share, voilà, ça va être là pour les rétentions longues à des coûts moindres, hein, parce que le stockage objet a des coûts avantageux. Donc le capacity share, de quoi il peut être composé? Du S3 compatible. Hein. Le S3 compatible, c'est le stockage objet d'Exanet, mais également du stockage Amazon S3, Blob Storage, IBM, on va parler de Wasabi, etc. La V12 de Vim a permis de faire du direct backup to object storage, c'est-à-dire qu'avant c'était réservé donc effectivement au backup copy et au capacity share, et maintenant vous avez possibilité d'envoyer directement dans du stockage objet une première copie de sauvegarde. Vim Backup 365, donc la solution de Vim qui permet de sauvegarder tous les environnements Microsoft, hein, OneDrive, Teams, Exchange. Vous avez deux possibilités: faire de la sauvegarde sur disque, du NAS, etc., ou faire de la sauvegarde sur du stockage objet qui va être beaucoup plus avantageuse parce qu'on va avoir des gains de stockage. Ça va être plus avantageux de stocker sur le stockage objet. À peu près, on va diviser par 2 la consommation de stockage. Des fonctionnalités de NAS Backup qui vont pouvoir faire de la sauvegarde des fichiers d'un NAS sur du stockage objet. On peut également sauvegarder du stockage objet, donc c'est-à-dire que si vous souscrivez à un bucket chez Exanet pour stocker des fichiers, de l'archivage, Vim peut être capable d'aller lire le bucket et de sauvegarder les données à la manière de la sauvegarde d'un NAS. Et enfin, pour finir, les agents de backup qui sont destinés à sauvegarder des environnements de serveurs physiques, Linux, Microsoft, et ainsi de suite. Vous allez pouvoir également envoyer directement votre sauvegarde dans du stockage objet.
On va passer à une petite démo. L'idée, c'est de vous montrer en fait la simplicité d'utiliser du stockage objet avec le logiciel Vim Backup Replication. Donc là, en fait, j'ai un bac à sable hein, avec un serveur Vim Backup Replication avec plusieurs jobs de configurer. Ce qui va être intéressant, c'est aussi de vous montrer la partie immuabilité. Donc là, j'ai déjà un job en fait. Je vais vous montrer d'abord la partie configuration d'un bucket. Vous voyez ici, dans les backup repositories, on va définir en fait son repository qui pointe vers le stockage objet d'Exanet. Donc, comme l'a dit Kevin un peu précédemment, très simple. Pour se connecter à un stockage objet, il n'y a pas besoin de VPN, il n'y a pas besoin d'y accéder sur le réseau. C'est une URL accessible sur Internet en HTTPS. Donc là, on renseigne l'URL, on renseigne la région, une clé d'accès. Donc là, on peut avoir plusieurs clés d'accès pour accéder à son bucket. La clé d'accès. Et ensuite, une fois qu'on est connecté au stockage objet, voilà, c'est ici que vous allez choisir donc le bucket, la destination pour les backups. Et là, on va activer l'immuabilité. Donc là, elle a déjà été activée. Donc je ne peux pas la désactiver. Hein. Si un attaquant prend la main sur la console, il ne pourra pas retirer l'immuabilité ou la configuration. Je peux l'augmenter par contre. Donc là, on a fixé l'immuabilité sur ce bucket à 2 jours. J'ai déjà envoyé un job de sauvegarde dans la matinée donc sur le bucket en question. Et là, si on se rend dans la partie Object Storage, on imagine que c'est une action malveillante, on veut supprimer la donnée. Moment de vérité. Et ouais, espérons que ça passe pas parce que. Il y a toujours un petit effet démo. Ouais, il y a toujours le est-ce que c'est bon? Donc là, on voit bien, impossible de supprimer donc le backup parce que il est rendu immuable jusqu'au 28 janvier 2025. Donc là, c'est-à-dire que avant le 28 janvier, on ne pourra pas, Vim, ou même moi, en ayant accès au bucket avec des clés d'accès, je ne pourrai pas supprimer la chaîne de sauvegarde. Ah, on a une question sur le chat. Ah oui, Je réponds parce que ouais. dans l'exemple que tu as mis, il y a marqué 2 jours Oui, de effectivement. snapshot immuable. Effectivement. Pourquoi avec Vim, quand on a cette problématique-là, pourquoi des fois on a 2 jours et quand on voit côté stockage, nous on le voit, ouais, Oui, on le voit que des fois on n'a pas une différence de date. ouais. Tu peux expliquer pourquoi? Effectivement, c'est une bonne question. Alors en fait, Vim, par défaut, il va rajouter en fait une période, il s'appelle ça la block generation, il va rajouter une période à l'immuabilité que vous avez mis. Alors, il faut savoir que cette période est de 10 jours. Donc moi j'ai mis 2 jours d'immuabilité. Vim rajoute 10 jours, et donc ce qui nous amène au 28 janvier qui était précisé sur le job de suppression. Vim rajoute cette période de block generation pour, en fait, c'est plus orienté avec les grands cloud providers comme Amazon, Blob Storage, c'est pour limiter le nombre d'appels API qu'on va effectuer sur le stockage distant. Il faut savoir que chez certains providers, les appels API, entrant, sortant, ils vont être facturés. Et ça peut amener aussi beaucoup de charges, hein, parce que faut savoir que quand on crée un job, on envoie de la sauvegarde sur le stockage objet. Vim, donc chaque bloc de données qui va composer la chaîne de sauvegarde, ça représente un objet. Et sur cet objet, il va uploader, il va modifier des métadatas, il va mettre le verrou, le worm avec une date. Ça génère beaucoup de charges en fait sur le serveur Vim et sur le stockage objet distant. Et donc Vim a rajouté en fait cette période
un peu de sûreté pour limiter les appels, pour maximiser les performances. Alors, il faut savoir que vous pouvez retirer cette période de block generation, mais c'est absolument pas recommandé par Vim. Voilà l'explication de pourquoi, en ayant fixé 2 jours, on se retrouve au final à 12 jours d'immuabilité. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si j'ai répondu aussi à la question. Le dernier focus, donc c'est ce que je vous appelais le Scala-out Backup Repository. Donc là, c'est donc, comme je vous le disais, c'est composé du performance tier et du capacity tier. Donc performance tier, donc serveur Linux, Windows, appliance de duplication, etc. Et le capacity tier composé d'un ou plusieurs buckets de stockage objet. Et là, ce qui est intéressant, donc c'est vous avez le choix, vous avez plusieurs politiques. Donc la première politique, c'est de copier directement les backups à partir du moment où ils apparaissent sur le performance tier. Il va y avoir une session d'offload qui va copier les fichiers sur le stockage objet. Mais ce qui est intéressant, vraiment la fonctionnalité intéressante, c'est de pouvoir passer une certaine durée. Donc là, je l'ai fixé à 2 jours, pour que ça aille vite et que je le vois directement sur la sandbox. On va pouvoir déporter en fait toutes les chaînes de sauvegarde âgées de plus de 2 jours en fait sur la partie capacity tier. Donc décharger son stockage local pour un stockage durable à faible coût. Et en plus, vous remplissez la case l'externalisation de la sauvegarde au passage parce qu'elle sera positionnée chez nous. Voilà pour la démo technique. On va repasser sur la présentation si vous n'avez pas de questions. Donc là, on va plus approfondir les cas d'usage. Hein. Donc on sort un peu alors on va reparler un peu de sauvegarde, mais on va sortir de ce cadre-là et voir balayer un peu tous les cas d'usage qui est possible de faire avec le stockage objet. Je passe la parole à Arnaud. On va encore rester On va rester un peu dans le sauvegarde. On va rester encore dans la sauvegarde. Typiquement, ce que vous avez expliqué, Alexandre, typiquement avec le système de tiering, où la donnée, après un certain jour, peut être déplacée sur le stockage S3, c'est un double intérêt aussi. C'est un intérêt aussi de réduction des coûts, des solutions de backup, de solutions appliances de backup type Rubrik, Cohesity ou d'autres, ou même Huawei aussi, vous payez souvent à l'espace consommé sur votre appliance. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vous avez besoin d'avoir un SLA de restauration sur toute la durée de votre sauvegarde? Généralement, on remarque quand on a un incident de production, généralement, vous le voyez sur vous restaurez quasiment les 7 derniers jours. Je ne sais pas, côté Xanet, quel est votre temps de restauration. Donc, quand est-ce sur la durée vous restaurez généralement? C'est ce qu'on constate. Hein. Souvent, on va chercher dans les 7 derniers jours la donnée encore chaude et c'est des cas un peu plus rares où on va chercher en fait dans la donnée froide restaurer une donnée à 12 mois ou une machine virtuelle à 12 mois. C'est très rare. C'est très très rare. Et là, les SLA de restauration, alors un SLA, c'est vraiment pas la criticité de la sauvegarde, c'est vraiment en combien de temps vous devez redémarrer votre VM ou retrouver votre data. Généralement, quand vous avez un incident, vous devez restaurer rapidement. Donc, tout l'intérêt de garder votre sauvegarde en local. Mais après des SLA plus longs, l'intérêt est plutôt d'utiliser un stockage lent et même mieux encore distant. D'où l'intérêt du S3 d'Exanet, qui vous permettra tout simplement de réduire vos coûts et de vraiment garder votre investissement en data center vraiment pour une restauration rapide. Donc ça, c'est vraiment le premier intérêt purement financier de faire la sauvegarde sur du S3. En deuxième cas qu'on commence à voir de plus en plus, c'est ce qu'on appelle du NAS tiering ou NAS backup. On parlait tout à l'heure, Alexandre parlait de faire du tiering, c'est que vous mettez votre sauvegarde 2 jours et après vous la déplacez sur le backup, sur le S3. Mais on peut faire la même chose aussi sur la data de production. Vous êtes une société avec des petits sites, vous mettez des petites solutions de NAS pour vraiment avoir les données qui sont tous les jours utilisées, mais l'image qui a été stockée il y a 6 mois
où globalement plus personne n'a besoin de la lire, mais elle a toujours besoin d'être présente, on peut la tirer vers un S3. Donc toujours pareil, c'est chercher une réduction de coûts, d'investissement et de réduire aussi l'espace au niveau enterprise, au niveau edge. Et aussi, autre chose intéressante, c'est aussi pour certaines solutions de NAS, nous sommes capables de faire de la sauvegarde directement depuis NAS. Ça veut dire on peut se permettre de ne plus forcément avoir un outil de backup parce que ça va être votre solution NAS qui va directement pousser sur du stockage S3. Il y a certains acteurs du stockage qui permettent de faire cette fonctionnalité-là. Et là, c'est pareil, c'est avoir une autre solution de sauvegarde alternative. C'est toujours intéressant de varier pour des problèmes de sécurité, différentes méthodes de sauvegarde. Et ça, c'est intéressant. Autre cas aussi qu'on a aussi sur le stockage S3, c'est tout ce qui va être tout ce qui pour des personnes qui veulent faire du montage TV, de la web TV, de la web radio, on peut on peut éditer, on peut faire du rendering de vidéos, de ce type de workload. L'intérêt de ces solutions-là, c'est être très, on va dire scale out, mais même au niveau des accès. L'intérêt d'utiliser aussi des solutions S3, c'est que derrière, chez votre hébergeur, la donnée va être distribuée et on peut mieux gérer la multisession. C'est pour ça que souvent chez les broadcasters, on utilise ces solutions-là, ou typiquement vous voulez faire de l'enregistrement de streaming, c'est ce type de solutions-là qui peuvent être peuvent être intéressants. Il y a certains grands opérateurs français qui utilisent ces solutions de S3 pour sauvegarder vos sauvegardes que vous avez dans vos box. Quasiment tous les opérateurs utilisent ce type de solution. Voilà, c'est des choses que vous pouvez utiliser pour, pour ce type de besoin. Vidéosurveillance, typiquement, vous pouvez dire qu'on va sur du S3. Autre cas qu'on voit aussi de plus en plus chez les clients, ce sont des nouvelles applications scale-out autour de l'analyse de data. Donc, globalement, on va parler de solutions comme Splunk et comme Elasticsearch. Historiquement, avant, les applications tournaient sur du bloc, voire, voire du file. Et maintenant, on commence à vraiment travailler en termes de microservices. C'est en gros, j'ai besoin d'avoir du S3, tout ça, des containers maintenant fonctionnent aussi sur du S3. Mais là, ce qu'on voit l'intérêt sur Splunk et Elasticsearch, c'est que c'est un déploy log. C'est globalement, vous allez remonter plein d'informations et en gros, vous allez pouvoir faire des analyses pour voir, ben voilà, pour déterminer de la méthodologie ou des méthodologies de détection d'incidents. Ben, voilà, j'ai eu un impact sur tel équipement. Ben, c'est bizarre. En même temps, j'ai eu le réseau qui a eu un pic charge. Ah bah tiens, bah en réalité, ça vous permet de pouvoir faire une analyse, une topologie de l'incident post, bien sûr. Alors, on peut le détecter après en mettant des alarmes quand ce comportement-là pour dire attention, on risque d'avoir le même incident. Mais ce type de solution-là consomme énormément de données en termes de data parce que souvent ce sont des solutions scale-out, donc il y a des systèmes de réplication entre tous les nœuds. L'intérêt d'avoir du S3, c'est qu'en réalité, vous avez juste qu'à avoir des nœuds pour récupérer la charge en termes de bande passante. Et après, ça va être recentralisé sur un stockage qui lui va être résilient. Et l'intérêt de ces solutions-là, c'est qu'on va réduire le stockage quasiment par deux en termes de besoin de stockage. C'est-à-dire en gros moins consommer. Souvent, ce sont des solutions qui ont besoin d'énormément de disques. Donc, qui dit disque, c'est souvent du disque mécanique parce que en termes de coût, c'est encore intéressant par rapport au NVMe. Ça changera dans le temps, mais pour l'instant, le disque mécanique est plus intéressant. Bah, ça consomme de l'énergie. Donc là, qui dit je consomme moins de stockage, je consomme moins d'énergie, je suis plus efficient d'un point de vue RSE. C'est vraiment des solutions qui vont commencer à venir de plus en plus, tout simplement parce qu'on a plus de data, donc il faut analyser plus la data. Donc on a besoin d'avoir un stockage qui va permettre de pouvoir centraliser tous ces piles log dans le futur. Voilà d'autres cas d'usage qu'on peut faire et l'ère du container, quand le container aura gagné la bataille, je pense qu'il gagnera la bataille, le S3 pourra être un très bon stockage pour ce type de futur besoin. Voilà différents cas d'usage qu'on peut faire autour du S3 dans le futur. Top. Ben, merci Arnaud, merci Alexandre. Parmi donc les personnes qui assistent à ce webinaire, si vous avez des questions à nous poser, vous avez le module de questions-réponses qui est ouvert depuis le début de la présentation finalement.
On a eu une question tout à l'heure. Voilà, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions. On peut rester quelques minutes là-dessus. Et puis sinon, si vous voulez compléter tous les deux, si jamais il y a des choses à rajouter. Euh, Ouais, c'est vrai qu'on a abordé après Pas mal de sujets quand même. Ouais, le stockage objet, c'est quand même vaste. Hein, il y a beaucoup de use cases. On n'a pas montré toutes les possibilités, hein, mais ça peut être approfondi sur des scénarios, sur une étude avant-vente. Hein. Mais il y a beaucoup de possibilités avec un stockage objet hein, qu'on n'a pas évoqué ici, la possibilité de faire du versionning, la possibilité de... Vous pouvez uploader des fichiers dans un stockage objet avec des clients S3, avec la WSClip. Enfin, voilà, il y a beaucoup de scénarios possibles. Hein. Là, on a fait un focus surtout sur la protection des données, la sauvegarde, l'externalisation. Mais voilà, il y a beaucoup de scénarios. Ouais, donc si vous avez des projets en tête, bah, n'hésitez pas à contacter vos interlocuteurs commerciaux respectifs. Et puis on pourra faire un focus sur vraiment vos projets propres à chacun. Et en l'absence de questions, je propose qu'on s'arrête ici, du coup, si ça vous va à tous les deux. Ouais, très bien, c'est clôturé. Eh ben, merci Arnaud, merci Alexandre, merci aux participants de ce webinaire, et puis je vous dis à une prochaine session. Merci à tous. Bonne journée à tous. Au revoir.